On n'a pas assez de... Bonsoir tout le monde. On va démarrer la fameuse soirée aujourd'hui, qui est en fait une commémoration de la journée mondiale de la fibrose pulmonaire idiopathique. Bon, le terme d'idiot, c'est un terme que j'aime beaucoup, parce que sa traduction dans la langue arabe, ça veut dire quelqu'un de derwish. C'est de l'idiotie. Mais en fait, dans l'étymologie française, qui est une étymologie grecque, ça veut dire quelqu'un qui vous répond toujours par la négation. C'est pour ça qu'on dit faire l'idiot, c'est-à-dire quand vous lui posez une question, il dit toujours « je ne sais pas ». Donc un idiot, c'est quelqu'un qui ne sait pas. Donc c'est pour ça que les maladies dont on n'a pas l'origine, on parle de maladies idiopathiques. Alors je voudrais revenir aux fibroses quand même. C'est une pathologie qui, au moment où j'avais démarré ma pneumologie, était véritablement rare. On en voyait certaines qui étaient considérées comme idiopathiques, qui étaient des... Mais pour toutes les autres, c'était dans la plupart du temps relié aux connectivites. Actuellement, depuis une quinzaine d'années, je dis bien une vingtaine, mais depuis l'événement du nouveau millénaire, on a une flambée de cette pathologie. C'est une pathologie qui occupe réellement la scène et dont le diagnostic est tardif. Et le pronostic surtout effroyable, parce que nous avons une survie qui est inférieure aux survies du cancer du poumon. D'où la nécessité de nous réunir aujourd'hui pour faire un diagnostic précoce, pour mettre les malades sous traitement. Ce que je voudrais insister sur un point. Je pense que d'ici 30 ans, ça va être la maladie la plus fréquente en pathologie pulmonaire, tout simplement parce qu'elle est liée, l'idiopathie en question, est liée à des facteurs environnementaux. C'est une maladie de l'environnement. Comme l'environnement se détériore de plus en plus, on va voir beaucoup plus de fibroses dites idiopathiques, en plus des fibroses qui sont induites par des maladies connues. C'est pour ça qu'on s'est réunis aujourd'hui. Donc c'est une réunion de sensibilisation, qui n'est pas une sensibilisation uniquement pour les pneumologues ou pour les médecins généralistes, c'est une sensibilisation qu'on doit transmettre à tous les corps de métiers professionnels. Parce que cette maladie peut démarrer quelquefois par une pathologie extrapulmonaire. Et particulièrement des fatigabilités, des malaises, des gènes. Donc c'est une pathologie qui a quand même un aéropage symptomatique qui est assez large. J'ai le plaisir aussi de présider cette séance avec mon ami Fathi Trabelsi, qui travaille à Gasserine comme en tant que médecin généraliste, qui est le secrétaire général de la Société tunisienne des médecins généralistes et des médecins de famille. J'ai encore le plus grand plaisir de co-présider avec Madame Sonia Mahalj, qui est la secrétaire générale de notre société, la STEMERA, et qui est en plus une fille de cœur, puisque c'est mon élève, et elle m'a côtoyé pendant plus d'une vingtaine d'années. Donc, sans plus tarder, je vais donner la parole à Sonia pour introduire les orateurs, et par la suite, c'est Fathi Trabelsi pour modérer les débats. Merci beaucoup, Ali, pour cette introduction vraiment qui n'est pas vraiment surprenante de votre part, et je suis fière d'être votre fille, bien sûr. Alors aujourd'hui, à l'occasion de la Journée mondiale de la fibrose pulmonaire, qui est la présidente du comité scientifique de la STMRA, et également c'est elle qui a coordonné le guide donc, de prise en charge et de traitement et diagnostic donc, de la fibrose pulmonaire idiopathique. Dr Chalmitier, elle travaille à l'hôpital Abdelrahman Memmi Dariana au pavillon 4. Ensuite, la deuxième présentation sera faite par professeur Béchir Louzir, le président de la STMRA. Dr Louzir qui est connu en fait par sa compétence et son expertise en matière des pneumopathies infiltrantes diffuses en général. Et donc, il a participé également dans l'élaboration en tant qu'expert dans le guide de fibrose pulmonaire idiopathique. Alors, avant de donner la parole aux deux orateurs, alors juste, je précise qu'il y aura les deux présentations, puis la discussion des deux présentations à la fin, Saadi. Et les collègues
collègues qui sont ici, qui nous suivent en live stream, poser sur le chat leurs questions et on va donc les exposer aux deux intervenants et on essaiera de répondre aux questions. Donc, j'ai le plaisir de donner la parole à Dr Tabessi qui va être donc appelée la première oratrice. Merci bien, cher maître, de m'avoir associé à cette manifestation très importante. En tant que secrétaire général de la Société tunisienne de médecine générale et médecine de famille, nous avons l'honneur d'être parmi vous dans cette manifestation et surtout ce thème très pertinent, la PID fibrosante, qui pose vraiment un défi de diagnostic précoce pour les médecins généralistes. Je remercie tout le bureau de la STMRA. Merci, Monsieur le Président, merci, Madame Sonia et toute l'équipe. Sans plus tarder, je cède la parole à Madame Fatma Chalmiti pour la première séance, la PID fibrosante, état de lieu en 2025. Merci. Merci, Monsieur le Président. Merci à tous ceux qui sont présents ici et à ceux qui nous suivent en live. Donc, PID fibrosante, état des lieux en 2025. Non, ça ne marche pas. Donc, état des lieux en 2025. Alors, les PID fibrosantes, en fait, et le PID en général, regroupent des centaines de pathologies qui sont à la fois différentes, mais comportant des similitudes sur plusieurs plans. Toutes ces pathologies peuvent se présenter soit dans un tableau aigu, subaigu, mais très souvent chronique, fibrosant. Alors, il faut savoir que la présence de fibrose dans une PID, ça signe déjà une forme assez grave, sévère, donc avec un pronostic grave par rapport aux formes non fibrosantes. Je peux continuer, mais quand même. Alors, sur le plan définition, en fait, c'est une définition qui est à la fois anatomopathologique et radiologique. Alors, les PID fibrosantes, en fait, résultent d'une infiltration des tissus interstitiels, tissus conjonctifs de soutien du poumon, qui comporte donc plusieurs éléments, des vaisseaux, des lymphatiques, des vaisseaux sanguins, mais également ça peut toucher les voies aériennes distales, tout ce qui est conduit distaux, donc les bronchioles et les alvéoles, par des substances de nature très différente. Ça peut être des cellules, que ce soit des cellules inflammatoires ou tumorales, mais ça peut être des substances non cellulaires. Ça peut être de l'œdème, ça peut être de la substance fibrosante. Cette infiltration des tissus interstitiels, elle aura une traduction radiologique. Ça va donner donc une infiltration radiologique qui est diffuse, non systématisée, de distribution et de topographie très variables, et ça va donner ce qu'on appelle des patterns qui sont très variés d'une pathologie à l'autre. De quoi résultent ces PID? Alors, il faut savoir que sur un terrain prédisposé, il y a un pointeur, organique ou non organique, et tous ces facteurs ensemble vont entraîner un dommage de l'épithélium alvéolaire, et ce dommage-là va intervenir, va entraîner la stimulation de plusieurs cellules qui vont interagir ensemble, libérer plusieurs cytokines, et progressivement cet état inflammatoire va perdurer, aboutissant à de la fibrose par la transformation de fibroblastes en myofibroblastes avec déposition de matrices extracellulaires, aboutissant à de la fibrose que vous voyez en bas sur les photos anatomopathologiques. Là, c'est de manière schématique, en fait, la comparaison entre
entre le parenchyme pulmonaire d'un sujet sain par rapport au parenchyme pulmonaire à travers la membrane alvéolo-capillaire. Ce qui est important également à savoir, c'est que initialement, cet état inflammatoire, il va dépendre du mécanisme déclencheur initial qui est variable d'une pathologie à l'autre. Ça peut être un facteur dissimmunitaire, un antigène, les éléments de l'environnement dont le tabagisme, mais également ça peut être la pollution atmosphérique, ça peut être un aérocontaminant dans le cadre de la profession. Avec ça, il va l'effet du vieillissement, la prédisposition génétique qui vont entraîner un état inflammatoire variable selon la pathologie. Mais une fois la fibrose s'installe, cette fibrose, elle va être auto-entretenue indépendamment du facteur déclencheur initial. Il faut garder ça en tête parce que ça va conditionner le traitement par la suite. Alors, sur le plan épidémiologique, nous avons dit que c'est un groupe très variable, donc on va avoir une épidémiologie qui est très variable d'une région à une autre, d'une pathologie à une autre. C'est ce qui explique cet intervalle très large de 36 à 247 en termes d'incidence pour 100 000 habitants. Mais si nous allons dans les détails en termes de pathologie, vous voyez que les formes idiopathiques, particulièrement la fibrose idiopathique ici en bleu et la sarcoïdose, sont en tête de liste, suivies par les PID des connectivites, puis les PID médicamenteuses et enfin la PHS. Alors, pour les PID médicamenteuses, c'est vraiment une entité qui est en augmentation exponentielle. C'est ce que vous voyez sur cette courbe d'après une base de données de pharmacovigilance française publiée en 2025. C'est largement expliqué par l'introduction de nouveaux médicaments qui sont toxiques pour le poumon, notamment tout ce qui est utilisé dans le traitement du cancer, comme la chimiothérapie et surtout l'immunothérapie. Donc, il faut être vigilant, il faut surveiller les patients qui reçoivent ce genre de traitement qui peuvent entraîner des PID médicamenteuses afin de faire le diagnostic précocement et pouvoir agir quand le processus est inflammatoire et probablement stabiliser, voire même améliorer la situation. Alors, en Tunisie, c'est à peu près les mêmes tendances d'après ces deux séries monocentriques. C'est les formes idiopathiques, notamment la FPI, suivies par la sarcoïdose, puis les connectivites, les PID dans le cadre des connectivites, puis les PHS. Alors maintenant, comment est-ce qu'on classe ces PID? Il faut savoir que la première classification, elle remonte bien aux années 1967. Mais c'est qu'à partir des années 2000 qu'on a eu droit à des mises à jour pratiquement régulières de ces PID. Alors, de manière générale, on distingue 4 groupes. Les formes secondaires, les PID secondaires, c'est ce qui est relié aux médicaments, l'exposition environnementale, les PID associés aux connectivites et aux vascularites, les formes idiopathiques, les granulomatoses, particulièrement la sarcoïdose, et puis les autres, tout ce qui est rare, quelle que soit sa pathologie, particulier par une forme sur un aspect particulier. Pour les formes idiopathiques, en 2013, révision de cette classification et on individualise 9 entités. Alors, on distingue le sous-groupe des PID idiopathiques majeurs, et vous voyez ce qui est en gras, les principales, les plus fréquemment rencontrées en pratique, c'est la fibrose pulmonaire idiopathique, la FPI, la pneumopathie interstitielle non spécifique, la PINS, et la pneumonie organisée. Parmi les rares, on vient apparaître pour la première fois en 2013 la fibroélastose pleuroparenchymateuse idiopathique et les formes inclassables, comme disait Serli, et comme c'est la limite probablement de nos connaissances. Tout ce qu'on ne sait pas, on n'arrive pas à catégoriser, donc on va le mettre comme inclassable, mais il faut faire attention. Ce n'est pas un bilan qui manque, donc c'est un ensemble donc, de pathologies. Malgré les explorations, on n'arrive pas à les classer. Alors, toutes ces formes-là peuvent se présenter sous forme de tableau aigu, subaigu, voire même chronique. C'est très souvent des formes sporadiques, mais dans 2 à 20% des cas, ça peut être des formes familiales, donc notamment pour les formes idiopathiques, la FPI. C'est pour cette raison qu'il faut poser toujours la question sur les éventuels antécédents familiaux de PID. Entre 2018 et 2025, on garde pratiquement la même chose, donc c'est des groupes, mais on individualise à part les PID auto-immunes, les PHS qui sont 2 PID de cause connue, donc vous voyez en plus de l'idiopathique, en plus des granulomatoses et puis les autres PID. C'est pratiquement, on reprend la même chose
Et bien sûr, dans chaque sous-groupe, vous allez trouver différentes entités rassemblées ensemble sur une base de similarité sur le plan clinique, évolutif et thérapeutique. Et tout ce qui est en gras là, c'est des formes qui peuvent être fibrosantes. Donc pratiquement, toutes les PID peuvent évoluer sur un mode fibrosant. Et là, en 2025, en fait c'est en 2024, mais c'est toujours une presse, donc probablement ça va être discuté la semaine prochaine à l'ERS. Donc c'est une nouvelle classification qui change un peu les choses, mais on va voir si sur le plan pratique, ça va entraîner des modifications majeures. Alors voici le résumé, le tableau qui résume la nouvelle classification de 2025. Je vais essayer de la simplifier au maximum. En fait, la première chose à faire quand on est face à un PID, on va définir le pattern morphologique. Quand on dit morphologie, c'est soit l'anatomie pathologique, soit la radiologie. Et quand on va définir le pattern, d'emblée, il faut individualiser au moins deux, soit un pattern à prédominance interstitielle ou un pattern à prédominance alvéolaire. Rappelez-vous de la définition, c'est une infiltration de l'interstitium, mais également des voies aériennes distales, bronchioles et également alvéoles. Donc là, pour la nouvelle classification, il faut d'emblée distinguer on est sur quelle forme. Est-ce que c'est une forme interstitielle prédominante ou alvéolaire prédominante? Et là, vous voyez les différents patterns. Donc 6 groupes dans le pattern interstitiel, c'est ce qui est en bleu, et 4 groupes pour le pattern alvéolaire. Et puis il y a toujours les autres, c'est les formes combinées, les patterns combinés, où il y a à la fois l'interstitiel et l'alvéolaire, et les inclassables. Alors ce qui est nouveau donc, dans ces patterns, c'est qu'on doit apparaître 2 nouvelles formes. Donc là, en plus de l'UIP, ça veut dire la pneumonie interstitielle commune, ou UP en anglais, Usual Interstitial Pneumonia, donc qui doit répondre à des critères bien précis, aussi bien qu'on développera tout à l'heure, donc aussi bien sur le plan scanographique que sur le plan anatomopathologique. On retrouve la PINS, mais on voit apparaître une nouvelle forme qui est la pneumonie interstitielle bronchiolo-centrique, la BIP, d'accord? Et là, on voit dans les patterns alvéolaires, vous voyez, la pneumonie alvéolaire macrophagique, ça remplace l'ancienne pneumopathie interstitielle desquamative. Une fois que nous avons défini le pattern sur le plan morphologique, on va poser un diagnostic. Et là, la nouvelle classification, elle insiste, les experts ATS-ERS insistent que ça soit pour que ça soit un diagnostic de DMD. Et vous voyez en haut, clinique, radiologique, pathologique. Il faut que ça soit un diagnostic qui repose sur ces 3 critères. Et dans ce diagnostic, ils mettent d'abord les secondaires, puis les primitives. Donc, ils priorisent les secondaires pour dire on a le droit de parler d'idiopathique qu'après savoir éliminer tout ce qui est secondaire. Et voyons, on parle actuellement du UP secondaire qui peut se voir dans les connectivites, dans les pneumopathies d'hypersensibilité fibrosante ou les médicamenteuses. Et pour l'UIP ou la PIC primitive, c'est la fibrose, c'est le diagnostic de fibrose pulmonaire idiopathique. La même chose pour les autres. Pour la nouvelle entité, la BIP, on parle de BIP secondaire, la pneumonie interstitielle bronchiolocentrique, qui se voit essentiellement dans les pneumopathies d'hypersensibilité. Et là, ça veut dire, j'anticipe un peu probablement, que le radiologue ou le pathologiste ne doit pas répondre un pattern de PHS, il doit répondre un pattern de BIP, et que le diagnostic, le terme PHS, sera uniquement un diagnostic de DMD. La BIP peut se voir également dans les connectivites, non? Vous voyez? Et vous voyez qu'ils mettent BIP idiopathique en astérix, c'est provisoire, pour dire que c'est assez souvent, c'est secondaire. Et probablement, même si on dit primitive, on peut, au bout de quelques temps, revoir le diagnostic. Alors, ce qui est nouveau également dans cette classification, c'est que le dommage alvéolaire diffus, qui est en fait une infiltration massive du poumon qui se présente sous une forme de PID aigu, voire même un SDRA, donc habituellement, il est corrélé à un diagnostic dit de pneumopathie interstitielle aiguë. Là, on enlève ce terme et on parle de diagnostic de dommage alvéolaire diffus idiopathique. D'accord? Donc ça, c'est pratiquement ce qui est donc nouveau. Donc finalement, voici cette plaque, en fait, elle schématise un peu les différences depuis 2002.
Depuis 2002, c'est une classification qui est centrée sur la FPI. On parle de FPI et de PID non FPI. En 2013, nous avons introduit les groupes idiopathiques majeurs, rares, inclassables, avec les 2 entités nouvelles. Là, en 2025, on fait une classification qui englobe toutes les PID, interstitiels prédominants, alvéolaires prédominants, puis s'intéresser fibrosantes, non fibrosantes, puis voir si elles sont secondaires ou idiopathiques. Vous voyez? Donc, c'est une classification qui va au-delà des formes idiopathiques. L'apparition de sous-catégories ou de sous-groupes, c'est la bronchiolocentrique, la pneumonie interstitielle bronchiolocentrique, c'est la pneumonie macrophagique, la pneumonie alvéolaire macrophagique qui remplace l'ancienne desquamative. Et actuellement, on parle de diagnostic de dommages alvéolaires diffus au lieu de dire pneumopathie interstitielle aiguë. Et bien sûr, comme je vous ai dit, autre chose, donc il faut différencier l'interstitiel fibrosant, non fibrosant, de l'alvéolaire prédominant. Autre chose sur laquelle insiste cette nouvelle classification, c'est le diagnostic de confiance ou de degré de certitude avec lequel on porte le diagnostic, qui doit être un diagnostic de DMD. Cette classification insiste beaucoup, ou cette nouvelle, donc ce nouveau statement, donc insiste beaucoup sur le fait que ça soit un diagnostic porté en DMD. Peu importe ces classifications, comment nous allons les aborder sur le plan pratique? Parce que sur le plan pratique, finalement, les choses ne sont pas aussi claires que ça. C'est des pathologies très différentes, mais qui se chevauchent sur plusieurs plans. Et là, vous voyez nos poses qui peuvent en fait se chevaucher et dans pas mal de situations, on n'arrive pas à trancher. Alors, comment on aborde les PID en 2025? En fait, le diagnostic positif, il est relativement facile. C'est un sujet qui se présente avec une symptomatologie peu spécifique, tout sèche, mais surtout dyspnée d'effort. Quelque part, c'est une symptomatologie d'ordre général. Vous l'examinez, vous trouvez des râles crépitants, l'hypocratisme digital, surtout dans la fibrose pulmonaire idiopathique. Donc, il faut demander la radiographie, mais surtout le scanner haute résolution. Alors, j'insiste là, et le professeur Louzir insistera davantage sur le fait que lorsque vous suspectez le diagnostic, et même si la radio elle est normale, comme le cliché totalement donc à gauche, il ne faut pas s'arrêter là, parce qu'une radiographie normale n'élimine pas le diagnostic de PID. C'est le scanner qui confirmera la PID en montrant différents types d'anomalies, interstitielles prédominantes, interstitielles fibrosantes, un pattern plutôt qui est plutôt à prédominance alvéolaire, ou bien une atteinte centrée sur les voies aériennes, comme les 2 clichés d'en bas, avec des nodules centrolobulaires flous et des zones de parenchyme qui sont trappées, c'est-à-dire un piégeage d'air. En fait, toute la difficulté, c'est rapporter une PID à une étiologie parmi toutes les étiologies possibles. C'est ça la complexité. C'est pour cette raison qu'on doit tenir compte de tous les aspects, qu'on doit approcher ces PID dans le cadre d'une DMD, parce que vous avez vu que la clinique n'est pas du tout spécifique. Il y a une variabilité interobservateur aussi bien, notamment sur le plan de morphologie, scanner et anapathe. C'est pour cette raison qu'il faut qu'il y ait des experts qui interprètent le scanner, qui interprètent les lames d'anapathe. Et puis, on n'a pas toujours le luxe d'avoir la preuve histologique. Alors, comment les aborder? Donc, la première gamme diagnostique qu'on va évoquer, on va essentiellement analyser la clinique et conjointement le scanner thoracique. Alors, la clinique, j'insiste essentiellement sur l'interrogatoire qui doit être de type policier, donc précisant tous ces facteurs. J'insiste davantage sur les expositions, les antécédents familiaux de PID, les signes généraux, les signes extra-respiratoires, parce que ces signes-là qui vont attirer l'attention vers une pathologie, une PID d'origine secondaire. Pour les formes familiales, pensez à ces formes quand vous êtes face à un sujet jeune, inférieur à 50 ans, qui s'aggrave rapidement. S'il y a quelqu'un dans la famille qui a également présenté une pathologie pareille, des anomalies d'ordre clinique, notamment qui touchent la peau, des anomalies, une anémie centrale, voire même une leucémie, une perturbation du bilan hépatique. Alors, l'anamnèse, j'ai dit que j'insiste sur l'exposition parce que c'est vraiment ce qui nous pose le plus souvent de problèmes, éliminer formellement une exposition, parce qu'avec le changement du mode de vie, on ne connaît jamais comment les patients vivent, les conditions, est-ce qu'ils sont exposés à des moisissures par exemple, est-ce qu'au milieu de travail, ils sont exposés ou pas. Et là,
Si le patient prend par exemple des médicaments, vous avez le fameux site Pneumotox, vous pouvez vérifier si le médicament peut être incriminé, mais avant d'aller là, établir la chronologie des symptômes par rapport à l'exposition, c'est très important. C'est un argument de poids. Si vous suspectez une exposition à un antigène organique, il y a également le site HPLink et vous pouvez vérifier s'il y a des cas similaires. Est-ce qu'on peut avoir recours à des questionnaires? La réponse est oui. Il y a pas mal de questionnaires qui donnent des types d'antigènes, qui peuvent donner des PID, les métiers à risque, etc. Sauf que ces questionnaires, même s'ils sont evidence-based, ne sont pas toujours validés, mais surtout, ils ne tiennent pas compte de la variabilité de l'exposition selon la région. Donc, pas personnellement, mais sur le plan pratique, tous, on préfère de confier le patient à notre collègue médecin de travail, surtout si on suspecte une exposition d'origine professionnelle. Pour l'exposition au domicile du patient, là, vraiment, c'est un peu délicat puisqu'on n'a pas les spécialistes de l'environnement qui peuvent nous renseigner davantage. Sachez que le fait de trouver une exposition, notamment quand on suspecte une PHS, c'est un argument de poids pour le diagnostic et ne vous étonnez pas si vous retrouvez une exposition même pour une forme idiopathique. L'examen, bien sûr, il est primordial, il est parfois peu informateur, mais parfois il est très riche si on fait le diagnostic à un stade assez avancé ou l'occasion d'une exacerbation, une PID secondaire qu'une PID idiopathique. Donc la clinique, elle est primordiale et là, c'est entre autres consacré au diagnostic précoce. C'est la clinique parfois qui nous permet de détecter précocement une PID. Ça permet d'exclure certaines formes secondaires et d'orienter plutôt vers d'autres. La clinique, puis l'imagerie. Alors en 2025, le scanner haute résolution sans injection de produit de contraste qui doit être réalisé selon une technicité bien particulière, c'est l'examen de choix pour le diagnostic étiologique des PID. Donc parce que permet une analyse sémiologique fine, il va déterminer toutes les lésions élémentaires, la lésion prédominante, leur distribution topographie, les lésions associées pour nous sortir un pattern et le radiologue nous dira quelle gamme diagnostique. Donc le compte-rendu également doit obéir à des normes bien particulières. Sachez jusqu'en 2025 les autres techniques d'imagerie, vous allez trouver plusieurs papiers, l'échographie, l'IRM au gaz hyperpolarisé, le PET scanner n'ont aucune utilité ni pour le diagnostic ni pour le suivi. Alors voici des exemples de lésions élémentaires, c'est la majorité donc des lésions élémentaires rapportées par le compte-rendu du radiologue, c'est les nodules, les lignes réticulaires, les lignes septales, les épaississements de l'interstition proximale, les hyperdensités en verre dépoli, les condensations, les éléments kystiques, notamment le rayon de miel, les signes de fibrose et les signes associés. Donc, le radiologue nous dira s'il y a une atteinte de l'interstitium périphérique, donc sous-pleural, s'il y a une atteinte de l'interstitium intralobulaire qui est ici en bleu, ou une atteinte de l'interstitium proximale péribroncho-vasculaire. Là, c'est quelques patterns radiologiques. Vous voyez la lésion prédominante ici, c'est le rayon de miel. La distribution, il y a également les réticulations, les bronchectasies par traction. La localisation, elle est périphérique sous-pleurale, ça prédomine au lobe inférieur. Donc là, c'est le pattern de pneumopathie interstitielle commune. Donc si on trouve ce pattern, donc, on ne retiendra la FPI que lorsqu'après avoir éliminé toutes les étiologies secondaires. Le radiologue peut également nous dire qu'il y a une dilatation de l'artère pulmonaire, comme vous le voyez ici, donc ça attire l'attention, probablement il y a une HTP, une hypertension pulmonaire associée. Là, c'est la même chose, sauf qu'il n'y a pas de rayon de miel, donc c'est un pattern d'UIP plutôt probable. On va faire plusieurs autres investigations pour avoir le diagnostic de FPI. Là, c'est moins évident. Là, c'est plutôt du verre dépoli sur le premier cliché, avec quelques bronchectasies. Sur le cliché à gauche, à droite, plutôt c'est plutôt du verre dépoli avec d'énormes bronchectasies par traction et une atteinte plus diffuse. Donc là, c'est une pneumopathie interstitielle non spécifique. La première non fibrosante et la deuxième, elle est fibrosante. Et là, toujours distinguer la forme secondaire de l'idiopathique. Ça devient parfois beaucoup moins évident et là, le radiologue même n'arrive pas à trancher. Il nous dira parfois, ça peut évoquer une PINS comme ça peut évoquer une pneumopathie d'hypersensibilité.
sur le cliché d'en bas, il va dire que des lésions prédominantes, c'est le verre d'épaulé et les bronchectasies par traction. Il ne pourra pas dire ça peut correspondre à une PINS sans plus. Le scanner a le mérite également d'attirer notre attention sur certains signes qui évoqueront une pathologie plus générale, comme sur le premier cliché, la fibrose, elle est plutôt en bas, ou bien sur le cliché d'en bas, plutôt c'est un rayon de miel très développé, exubérant, plutôt un rayon de miel ici aux régions antérieures. Là, le radiologue nous dira chercher une maladie de système, en particulier une PR. Donc là, c'est pour résumer, pour simplifier de façon schématique. Donc là, c'est probablement un peu compliqué, mais le radiologue va décrire les lésions élémentaires, nous dira quel est le pattern pour dire quel diagnostic ça évoque. Et là, pour retenir un diagnostic, il y a d'autres explorations. Est-ce que l'EFR, elle a un rôle dans le diagnostic étiologique? Non, c'est pour évaluer le retentissement. Mais quand vous trouvez un trouble ventilatoire obstructif associé, pensez à des pathologies qui peuvent à la fois toucher l'interstitium et les voies aériennes distales, comme par exemple la sarcoïdose, le Sjögren, la pneumopathie d'hypersensibilité. Là, c'est les premiers éléments cliniques radiologie. D'accord? Il y a également l'apport de la biologie. Voici ce qui est recommandé en 2025 en Tunisie. D'abord, de première intention, un bilan standard, bilan rénal, NFS, bilan rénal, bilan hépatique, les CPK et la CRP. Et puis, un bilan immunologique minimum. Voici ce qui est recommandé en Tunisie, d'après le guide national. Donc, anticorps antinucléaires, facteur rhumatoïde, anti-CCP en cas, qui peut être élargi à d'autres panels si on doute sur une pathologie ou si ce premier bilan il est positif. Je dirais mieux, intégrer dans la RCP d'emblée un interniste ou un rhumatologue. Et vous voyez cette étude qui a en fait comparé une évaluation par une discussion multidisciplinaire ne comportant pas un interniste, suivie par une évaluation, on avait 7 bronchoscopies et une biopsie pulmonaire. C'est des gestes invasifs qui peuvent déclencher une exacerbation. Donc, il n'y a pas mieux qu'une évaluation multidisciplinaire d'emblée. Tous ces éléments qu'on vient de voir doivent être discutés en RCP pour aboutir soit d'emblée à un diagnostic avec un niveau de certitude élevé, soit on va aboutir à plusieurs alternatives diagnostiques. Et là, dans ce deuxième cas, probablement on va indiquer d'autres explorations, notamment le LBA s'il n'a pas été réalisé, le lavage bronchiolo-alvéolaire, voire même une biopsie pulmonaire. Donc la biopsie pulmonaire particulièrement, ça doit être décidé en DMD. Alors pour le lavage, je passe rapidement. Donc bien sûr, si le bénéfice est supérieur au risque, technicité bien particulière, un intérêt surtout pour le diagnostic différentiel, tout ce qui est infectieux et tumoral, et c'est intéressant particulièrement pour la sarcoïdose, la pneumopathie d'hypersensibilité, les autres poumons eosinophiles, protéinose alvéolaire, histiocytose. Donc c'est les principales PID pour lesquelles le lavage il est intéressant. Maintenant, l'histologie. Donc, elle n'est pas toujours indiquée. Comment avoir une preuve anapathe? On a plusieurs techniques. Donc, il y a les biopsies allant des techniques standards comme les biopsies étagées des éperons, particulièrement rentables au cours de la sarcoïdose. Il y a les biopsies transbronchiques à l'aveugle, dans la sarcoïdose, la pneumonie organisée, les biopsies sous écho-endoscopie transbronchique, notamment quand on a des adénomégalies accessibles associées, et la biopsie pulmonaire. On a 2 techniques, la cryobiopsie, qui est du ressort de la pneumologie interventionnelle, et la biopsie chirurgicale. De plus en plus, nous indiquons la biopsie, la cryobiopsie, d'autant plus il y a au moins un centre hospitalier, c'est le service de pneumologie pavillon 2 à l'Ariana, qui commence à réaliser cette technique, et en RCP, on indique pas mal de cryobiopsie pour les PID. Alors, quand est-ce qu'on l'indique? La cryobiopsie. Alors, voici les dernières recommandations toujours valables en 2025. D'abord, il faut voir quel est le pattern qu'on a vu tout à l'heure. Si c'est un pattern alvéolaire ou ou centrolobulaire, comme la PHS, il n'y a pas, comme centrolobulaire, il n'y a pas une indication quand il y a une atteinte purement alvéolaire à la cryobiopsie. On a d'autres techniques. D'accord? Donc là, la cryobiopsie n'a pas d'indication. Par contre, si on a un pattern plutôt interstitiel fibrosant, comme l'UP, PINS, PHS fibrosante, là, que le patient soit éligible ou non à une biopsie pulmonaire chirurgicale,
il vaut mieux commencer par la cryobiopsie parce qu'elle est moins invasive et elle a une rentabilité assez quand même qui se rapproche de la biopsie pulmonaire en évitant aux patients les complications de la chirurgie. Alors de nouveau avec ces nouvelles données, si on n'a pas été fait, on va au nouveau à la DMD et vous voyez maintenant on avance d'un niveau de certitude. Vous voyez avec ces nouvelles données, diagnostic certain, ça peut être un diagnostic provisoire de travail quand le niveau de certitude il est entre 70 et 90%. Et là même, on subdivise entre certitude moyenne ou certitude basse. Et puis, on peut rester, quand la certitude elle est inférieure à 50%, on n'a pas tous les critères, on va rester dans les inclassables. Et la dernière classification insiste énormément sur ce diagnostic de confiance. Alors, ce diagnostic, qu'il soit certain ou de travail, va normalement aboutir à un traitement, que ce soit un traitement médicamenteux ou bien une simple abstention moyennant une surveillance. Pourquoi surveiller les patients sur le plan clinique, imagerie et EFR? C'est pour voir leur profil, si c'est des pathologies qui vont se stabiliser ou vont s'aggraver. S'aggraver, ça veut dire des fibroses pulmonaires progressive, c'est ce que vous voyez en bas, c'est-à-dire que c'est des pathologies, c'est des PID fibrosantes qui vont s'aggraver malgré le traitement. Donc, c'est des formes qui vont s'aggraver et là, le traitement va être au long cours afin de ralentir le déclin de la fonction respiratoire, le déclin de la fonction respiratoire. Donc, ça obéit à des critères bien précis qu'on connaît maintenant, aggravation clinique et ou spirométrique et ou scanographique, 2 critères sur 3 sur une année de suivi. Alors, j'aborde la dernière partie, c'est les principes thérapeutiques des PID en 2025. Alors, rappelez-vous le schéma initial, le processus inflammatoire, puis le processus fibrosant auto-entretenu. Dans le cadre de la fibrose pulmonaire idiopathique, là, actuellement, le seul traitement qui va permettre de ralentir la maladie, c'est les antifibrosants. En Tunisie, nous disposons d'une intadanib et on a là même dans cette indication pour les patients. Pour les PID fibrosantes non FPI, donc ça dépend de l'étiologie. Donc parfois, c'est une simple surveillance lorsque la maladie elle est très peu symptomatique et qui n'a aucun retentissement, comme une sarcoïdose diagnostiquée précocement sans aucun retentissement. Dans d'autres formes, beaucoup plus agressives, avec une inflammation prédominante, ça va être les corticoïdes et ou immunosuppresseurs. Et en surveillant, on va vérifier leur profil progressif. On peut, au moment où la fibrose s'installe et évolue, passer aux antifibrosants, particulièrement le nintedanib. Alors, exception faite pour la PID dans le cadre d'une sclérodermie, où les antifibrosants peuvent être indiqués d'emblée lorsque l'atteinte elle est étendue et qu'elle retentit sur la fonction respiratoire, évidemment sans oublier le traitement non pharmacologique et le suivi de l'évolution. J'insiste énormément pour connaître le profil de la maladie. Là, c'est un tableau pour récapituler l'effet du nintedanib sur les fibroses pulmonaires. Donc, qu'il s'agisse de la FPI, de la sclérodermie ou des fibroses pulmonaires progressives, indépendamment de l'étiologie, on arrive à ralentir le déclin de la fonction respiratoire de moitié, ce qui est significatif puisque c'est le déclin de la fonction respiratoire qui est le principal facteur de mauvais pronostic. Et là, c'est les recommandations tunisiennes, donc valables en 2025, parues en 2023, mais toujours valables en 2025. Donc pour la FPI, dès que vous faites le diagnostic en l'absence de contre-indication, on peut indiquer le nintedanib. Et on a là même dans la PID associée à la sclérodermie, dans les fibroses pulmonaires progressives, mais il n'y a pas actuellement de remboursement. Alors finalement, l'état des lieux en 2025, je pense que nous avons quand même accompli pas mal de progrès dans la prise en charge et de ces PID en général. Nous avons individualisé jusque-là 4 DMD. Vous avez 2 au Grand Tunis, à l'Ariana et à Montgisli. Donc, une DMD au centre, une DMD au Sfax, a fait l'imagerie des PID et ça a été quand même assez je dirais, ça a été un succès. Il y a des formations post-universitaires, il y a des masterclass qui ont été organisées à la FMT, il y a un CEC dédié au PID à Sfax, mais quand même, nous avons des challenges, restent à affronter. Améliorer le délai diagnostic, c'est vraiment très important pour améliorer le pronostic de la maladie, Silosil en parlera. Il faut qu'on améliore l'accessibilité
au traitement antifibrosant, notamment dans les formes fibrosantes progressives. Avoir des données nationales, ça également, c'est un souhait que la STMRA projette de le faire. Les perspectives, évidemment, c'est toujours actuellement, et c'est une actualité, je dirais, l'intelligence artificielle dans le diagnostic de la fibrose. Dr Zuhair Suissi a développé une application que vous pouvez, je pense qu'elle a été publiée sur le site de la STMRA. Et les biomarqueurs dans le diagnostic, le suivi des PID, que ce soit sanguin ou par l'analyse du volatilome, ça reste donc toujours de la recherche. Les nouveaux traitements sont en cours, sont à l'essai. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, professeur Chermiti, pour cette excellente présentation. Donc, tu as montré quand est-ce qu'il faut penser à une pneumopathie infiltrante diffuse chez un patient qui consulte pour une toux sèche et ou une dyspnée d'effort. Après, donc une fois on a confirmé le diagnostic de la pneumopathie infiltrante diffuse, le bilan étiologique, et tu as montré que ce n'est pas si facile que ça, et donc la discussion multidisciplinaire très importante. Maintenant, on va voir, merci beaucoup, on va voir avec le professeur Louzir, donc l'intérêt effectivement de penser précocement à la pneumopathie infiltrante diffuse, effectivement pour améliorer le pronostic de ces malades. À vous la parole, professeur Louzir. Merci Madame la Présidente. Je tiens à remercier au nom de la STMRA l'assistance pour leur présence et leur participation à cette journée mondiale de la fibrose, célébrée chaque année le 20 septembre. Et la STMRA, cette année, a vu bon de célébrer cette journée en faisant de la sensibilisation par rapport à la pneumopathie interstitielle diffuse. Et effectivement, c'est une pathologie rare, elle fait partie des pathologies orphelines, mais comme ça a été bien dit depuis tout à l'heure par Sally, avec ce qu'on est en train de voir en termes de menaces et de climatique et des changements, des expositions, de pollution, on en voit de plus en plus et il est temps de faire un diagnostic précoce. Pourquoi ? Pour cette maladie qui, quand elle évolue sur un mode fibrosant, elle est menaçante et le pronostic peut être très sévère. Alors, je passe sur les étiologies en disant qu'il y a en quelque sorte des pneumopathies qui peuvent avoir plusieurs causes, ça a été bien dit, et il y a des pneumopathies interstitielles idiopathiques à l'extrême gauche, et parmi ce groupe qui regroupe peut-être 6 ou 8 entités, il y a une entité qui prédomine dans ce groupe d'idiopathiques qui s'appelle, paradoxalement, enfin on parle de pneumopathie interstitielle diffuse idiopathique ou fibrose interstitielle idiopathique. La fibrose pulmonaire idiopathique, c'est une entité qui représente à peu près 50 à 60% de toutes les PID idiopathiques et elle pose problème, comme on a bien vu, notamment en termes de pronostic. Alors, sur les étiologies de ces PID, je ne reviens pas, mais ça change aussi en fonction des pays. Et là, dans certains pays, il y a beaucoup de pollution, comme l'Inde, par exemple, on peut voir... Ça passe pas. Donc, dans certains pays, vous voyez, donc, ça change. Dans certains pays, il y a beaucoup de pollution, on voit des pneumopathies d'hypersensibilité, qui sont en rapport avec les expositions environnementales, domestiques, la pollution, l'exposition à certains facteurs de risque. Donc ça peut être dominé en termes d'étiologie. Dans certains pays, comme les pays européens, on voit les connectivites et la sarcoïdose. Là, en Tunisie, elle vous a montré tout à l'heure des séries tunisiennes. Là, une série du service sur 401 patients. Ce qu'on voit, on peut voir qu'un quart, ce qui est en bleu, le 26,8, c'est des PID associés aux maladies systémiques. L'autre quart qui suit, c'est la sarcoïdose. Et puis, l'autre quart, il est partagé en moitié fibrose pulmonaire idiopathique et une moitié pneumopathie d'hypersensibilité. Voilà un peu un profil. Et dans les connectivites et dans les pneumopathies interstitielles secondaires aux connectivites, sachez que c'est surtout la PR qui est la pathologie, une connectivite très fréquente et qui peut donner des PID. Et quand on voit des connectivites, toujours on pense
avec des PID, soit une PR, sinon c'est des entités moins fréquentes, les dermatomyosites, la sclérodermie, et la polymyosite, le syndrome de Sjögren. Donc certaines conjonctivites peuvent donner des PID, mais dominées par la polyarthrite rhumatoïde. La fibrose pulmonaire idiopathique, cette entité qui est sans cause et qui évolue sur un mode fibrosant, qui représente la moitié au moins des pneumopathies interstitielles diffuses fibrosantes idiopathiques. En Tunisie, on a estimé peut-être qu'on a autour de 100 à 150 cas par an de fibrose pulmonaire idiopathique, et c'est une maladie grave. Alors, il y a un retard diagnostique, et ne pensez pas que c'est propre à nous, à notre système de santé. Sur des séries américaines et européennes, le délai pour faire un diagnostic de fibrose pulmonaire idiopathique peut aller jusqu'à 1 année et demie à 2 ans. Entre la symptomatologie négligée, entre la consultation, et après on pense à d'autres pathologies, on pense à la BPCO parce que c'est un homme tabagique, etc. Et on ne pense pas tellement à la fibrose. Et puis entre la radio, et on ne fait pas le scanner, et puis on fait le scanner, et on ne fait pas le diagnostic en éliminant les autres causes. Il y a un parcours, et les efforts doivent être centrés pour écourter ces délais et ces retards diagnostiques, parce que plus tôt on agit dans ces processus fibrosants, heureusement actuellement nous disposons de médicaments qui peuvent arrêter le déclin de la fonction respiratoire, donc c'est un enjeu important de faire un diagnostic précoce. C'est une maladie qui tue. La fibrose pulmonaire idiopathique, la moyenne de survie, donc c'est-à-dire à 2 ans et demi, on a 50% des gens diagnostiqués fibrose pulmonaire idiopathique décèdent. Et comme ça a été dit depuis tout à l'heure, j'ai encadré, vous voyez ça c'est la mortalité, et la survie en quelque sorte, pour les cancers. Et en rouge, c'est la fibrose pulmonaire idiopathique. C'est un diagnostic dans les connectivites, c'est surtout la polyarthrite rhumatoïde. Et si on se pose une question, pourquoi la dépister ou la diagnostiquer, cette atteinte interstitielle associée de la PID qui se voit au cours des PA? Eh bien, comme vous voyez là sur ce schéma, en bas, le tracé horizontal, c'est les PR sans atteinte interstitielle, et sur l'axe des Y, la mortalité. Et vous voyez que quand il y a PID associé à la PR, on voit l'écart, la mortalité, elle augmente, il y a une surmortalité, et toute la thérapeutique et la stratégie de prise en charge changent lorsqu'il y a une atteinte. C'est un tournant dans l'évolution de l'APR, qui est une maladie très fréquente. Alors, les signes cliniques et les signes d'alerte, c'est la toux sèche chronique, c'est la dyspnée d'effort progressive, c'est le stéto. Et là, quand on met le stéto et on va trouver des crépitants au niveau des bases, c'est très, très significatif. C'est même plus performant que la radio quand on ausculte des crépitants au niveau des bases. L'hypocratisme digital, c'est très, très évocateur de la fibrose pulmonaire idiopathique. Et puis, à cet âge-là, pour la fibrose pulmonaire idiopathique, c'est un âge avancé. Pour les connectivites, c'est moins jeune, moins âgé, et plus de femmes, je vais dire, par rapport à la fibrose pulmonaire idiopathique qui, comme je vais vous le tracer, le profil du patient qui présente une fibrose pulmonaire idiopathique. Alors, il n'y a pas que la BPCO et l'asthme qui crépite, qui donne de la dyspnée, qui donne de la toux. Donc, une pensée, et souvent, c'est des diagnostics rattrapés de BPCO, en fait, ce sont des PID. Alors, un interrogatoire orienté, je passe, ça a été bien approfondi. Alors, la radio du thorax est un minimum, notamment le rôle du médecin en première ligne à cette étape-là, c'est de capter, c'est de voir quels sont les symptômes, ne pas considérer à toute gêne, dyspnée ou essoufflement attribué à la BPCO ou à l'asthme, et penser à faire la radio, l'imagerie, voire le scanner assez rapidement, et un certain bilan qu'il faudrait faire dès le départ, ça a été bien rapporté tout à l'heure,
et on peut aller à l'EFR ou la demander ou orienter à ce moment-là vers le spécialiste pour la pratique des explorations. Là, c'est quelques radiographies du thorax où on voit le syndrome interstitiel avec les micronodules, les réticulations. Là, c'est un peu plus prononcé et on voit le poumon qui commence à devenir plus petit. Il y a une ascension, il y a une fibrose, le poumon se rétracte et c'est une PID qui est en train d'avancer. Et nous, on a toujours l'œil, on regarde en périphérie du poumon et lorsqu'on voit des réticulations et des nodules loin du île à la partie la plus périphérique, habituellement, ce ne sont pas des vaisseaux, ce n'est pas des branches en coupe, etc. C'est plus de la trame interstitielle et alvéolaire, et ça appelle à penser au diagnostic de pneumopathie interstitielle. Alors, à ce moment-là, on pense à faire à la spirométrie, et puis dans la spirométrie, qui est faite souvent par le spécialiste à ce stade-là, soit par une plethysmographie ou par une spirométrie simple, va retrouver surtout un syndrome restrictif lorsqu'on a une pneumopathie interstitielle diffuse. Et quand on fait des explorations un peu plus poussées, notamment la DLCO, on va étudier le passage de l'oxygène à travers la membrane alvéolo-capillaire. Et on doit penser à une pneumopathie interstitielle chez un patient qui présente une connectivite connue. Ça, c'est une situation assez fréquente, une situation, peut-être que vous avez des malades en charge qui présentent des connectivites, une PR, une dermatomyosite, une sclérodermie, un Sjögren. À quel moment on peut penser à l'existence peut-être d'une PID et qu'il faut diagnostiquer précocement? C'est soit que le patient est symptomatique, et là c'est la toux, c'est la dyspnée, c'est les crépitants à l'auscultation, ou alors, dans certaines pathologies des connectivites, quand il y a des facteurs de risque pour développer une PID. Dans toutes les connectivites, pour chaque connectivite, par exemple, je prends le cas de la polyarthrite rhumatoïde. La polyarthrite rhumatoïde, on cherche la PID chez des patients qui ont une polyarthrite rhumatoïde lorsque le patient est symptomatique, ça c'est clair. Il tousse, il est essoufflé, il y a des crépitants. Et là, on l'oriente vers le pneumologue pour pousser les explorations. Mais aussi, quand on a une polyarthrite rhumatoïde avec des facteurs de risque de développer une PID, et ces facteurs de risque, par exemple, pour la polyarthrite rhumatoïde, c'est le sexe masculin, c'est l'âge avancé, c'est la présence de certaines mutations, on passe sur ça, c'est les patients qui sont un peu obèses et qui sont exposés, comme ça a été dit, à un environnement pollué et qui peut être, lui, source pour son propre compte de développer une PID. Ou alors c'est une PR très symptomatique avec des anticorps anti-CCP qui sont élevés et qui n'est pas maîtrisée sur le plan thérapeutique. Donc toutes ces situations, j'ai pris le cas de la PR, mais ça peut être les autres connectivites. Pour chaque connectivite, le Sjögren, la dermatomyosite, la sclérodermie, il y a des marqueurs et il y a un terrain qui fait penser plus que chez n'importe quel patient à l'apparition d'une pneumopathie interstitielle diffuse. Alors, on a aussi une rythmicité que nous faisons pour ces examens, notamment les scanners, on les fait habituellement à la demande, normalement au maximum une fois par an. Par contre, à partir du moment où on a une connectivite, on a une PID associée, il y a une rythmicité dans la répétition des explorations. Habituellement, c'est entre 3 et 12 mois, donc je dirais au moins 1 à 2 explorations par an. Alors, une question qui peut se poser, quand le médecin généraliste adresse le patient au pneumologue, c'est en présence de signes cliniques très évocateurs. En cas de résistance au traitement standard, le malade il est pris en charge pour des bronchites à répétition. En cas d'anomalie à la radio du thorax, en cas de suspicion de connectivite ou d'une exposition environnementale particulière, et puis lorsque le contexte est très évocateur de fibrose pulmonaire idiopathique. Là, c'est le monsieur fibrose pulmonaire idiopathique. C'est un homme de 65 ans, il est ancien fumeur, il a une dyspnée d'effort, il a une toux chronique, il désature, il est un peu obèse, il a un excédent pondéral, il a des râles crépitants à l'auscultation, et puis on va trouver des images au scanner qui sont évocatrices, et puis l'EFR, et on rentre dans les explorations. Mais sachez que ces malades avec une dyspnée d'effort, un ancien fumeur ou fumeur, un homme de 65 ans,
On peut le dire, on peut errer, on peut avoir passé, peut-être si on ne fait pas la radio, si on n'a pas le réflexe de penser à la PID, on peut passer à côté du diagnostic. Le médecin généraliste, heureusement, dispose actuellement quels sont ses moyens pour pouvoir explorer et pouvoir faire le diagnostic à temps de cette pneumopathie interstitielle diffuse. Moi, je pense avec une bonne collaboration avec les pneumologues de proximité, avec une participation à ces staffs. C'est les réunions de concertation pluridisciplinaires, ou ce que nous appelons, nous, pour la PID, les réunions de discussion multidisciplinaire. Et où c'est bien que le médecin traitant y prend part. En fait, c'est des discussions, c'est là où on parle. Il y a le pneumologue, le radiologue spécialisé dans la pathologie thoracique, l'anatomopathologiste qui a l'expertise dans le poumon, l'interniste, le rhumatologue, et tous ils vont se réunir et ils vont faire les échanges pour aboutir à un diagnostic avec un haut niveau d'évidence. Il y a bien sûr les recommandations qui ont été élaborées par la Société tunisienne de maladies respiratoires. Il y a un guide depuis 2023 pour la prise en charge de la fibrose pulmonaire idiopathique. Le malade, une fois il est entre les mains du pneumologue, le pneumologue, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit faire le scanner de haute résolution, il doit interpréter pour voir dans quel pattern cette pneumopathie interstitielle diffuse va cadrer, les examens spécialisés qu'on a cités tout à l'heure, l'EFR, le bilan myologique approfondi, et puis il va discuter le lavage et la biopsie pulmonaire, de fibrose pulmonaire idiopathique probable, des présentations où la fibrose est considérée indéterminée. Parfois on pense à d'autres diagnostics de PID. Là c'est un diagnostic de PINS. On peut penser à la pneumopathie organisée. Donc chaque situation a un pattern. Une collaboration entre les pneumologues et les radiologues spécialisés est très très importante. Et souvent les problèmes sont réglés en DMD. Je passe sur les bilans qui sont faits de manière systématique, les bilans d'orientation en fonction du contexte, quand est-ce qu'on fait le LBA, quand est-ce qu'on fait la biopsie pulmonaire, quand est-ce qu'on recommande une cryobiopsie, quel serait le bilan minimum d'exploration fonctionnelle respiratoire à faire en cas de PID, quand le répéter. Alors, notre rôle, c'est de faire la confirmation, c'est surtout en discussion multidisciplinaire pour retenir un diagnostic final. Et la DMD, là j'ouvre une petite parenthèse, qui se développe, qui est actuellement bien ancrée dans notre exercice, la DMD est le gold standard de la décision diagnostique. Personne ne peut, quel que soit son niveau d'expertise, il n'a cette capacité et cette force de cette discussion multidisciplinaire où le pneumologue va donner son avis, le radiologue va donner son avis, l'anatomopathologiste va donner son avis, le rhumatologue va donner son avis, et le médecin de travail parfois sont associés avec nous à la demande. Donc tous, et cette collaboration, elle va aboutir à un diagnostic d'un haut niveau de confiance. Je donne cet exemple de diagnostic fait par des médecins référents avant la discussion multidisciplinaire et quel est l'impact de la discussion multidisciplinaire par rapport au diagnostic final. Et ce qu'on peut constater, par exemple pour le PID inclassable, c'est ce que quand on n'arrive pas à identifier. Quand c'est un médecin référent, habitué, il fait seul le diagnostic, il a 42% de dossiers ou de patients qui classent inclassables. Quand il passe à la DMD, il n'y a que 12% qui restent inclassables. Voilà, ne serait-ce que ça, et même pour toutes les pathologies, il y a une correction, une amélioration de la rentabilité diagnostique. Donc cette prise en charge multidisciplinaire est la base d'une bonne prise en charge d'une pneumopathie interstitielle diffuse. Ça a été dit en Tunisie, donc voilà, nous, il y a des DMD qui fonctionnent actuellement régulièrement. Donc la démarche diagnostique, elle a été bien faite, bien expliquée. Donc un malade qui vient avec une suspicion de pneumopathie interstitielle diffuse, on interroge, on voit l'environnement, l'exposition, etc. Habituellement, on fait un scanner, soit qu'on a abouti à un diagnostic de cause de la PID, on s'arrête là, soit qu'on n'a pas de cause, malgré le bilan immunologique, malgré l'interrogatoire, malgré tout, eh bien, on se rabat sur le scanner. On regarde le scanner, et quand on regarde en DMD le scanner, avec les avis des uns et des autres, on se dit, tiens, cette forme-là,
c'est une PID de type fibrose pulmonaire idiopathique certaine. Ça y est, on demande. Là, on a de l'hésitation. On fait de lavage, on fait des biopsies, on essaye de travailler avec des hypothèses et on avance. Par la suite, on revient à la DMD pour dire voilà ce qu'on a trouvé au LBA, voilà ce qu'on a trouvé à l'ANAPAT, qu'est-ce que vous en pensez? Et on retient un diagnostic final. Et c'est comme ça, c'est le gold standard, c'est ce qui est fait partout dans le monde, c'est ce qui est demandé pour avoir un diagnostic de qualité. Le rôle du pneumologue, après, c'est d'instaurer le traitement. Et nous, heureusement, que cette pathologie, depuis une quinzaine d'années actuellement, dispose de médicaments. Avant, il n'y avait pas de médicaments antifibrosants. Quand on faisait le diagnostic de fibrose pulmonaire idiopathique, ça y est, le malade, c'est 1 année, 2 années, 3 années de survie, oxygène, et après, il va décéder. Actuellement, nous disposons, dans le monde, il y a 2 antifibrosants, la pirfenidone, nintédanib. En Tunisie, heureusement, il y a un produit, nintédanib. C'est très important de le démarrer dès que le diagnostic est établi. Et plus tôt on donne, mieux sont les résultats. À côté, bien sûr, des autres traitements qu'on peut proposer, ça a été tout à l'heure abordé, c'est le traitement immunosuppresseur quand il s'agit d'une PID secondaire à une connectivite, et c'est uniquement les antifibrosants quand il s'agit d'une fibrose pulmonaire idiopathique. Puis, dans les pneumopathies interstitielles diffuses fibrosantes secondaires, quand elles évoluent sur un mode fibrosant, malgré le traitement immunosuppresseur, on peut rattraper la situation en donnant les antifibrosants, pas en tant que fibrose pulmonaire idiopathique, mais en tant que fibrose pulmonaire progressive, c'est-à-dire une PID qui a échappé au traitement immunosuppresseur et qui est en train de progresser selon un mode fibrosant. Vous avez donc les 2 antifibrosants, et ces 2 antifibrosants, qui sont disponibles au niveau mondial, ont une action sur la survie, ont une action sur une amélioration du déclin de la capacité vitale, et par conséquent, donc, elle va améliorer la survie. Et comme vous le voyez bien sur cette courbe, en bleu, quand on met les malades sous antifibrosants, en gris, quand les malades ne prennent pas d'antifibrosants, et vous voyez qu'on a une amélioration, et notamment, on freine le déclin de la capacité vitale. Et vous voyez là, c'est des courbes qui montrent différents modes évolutifs du déclin de la capacité vitale lorsqu'on a une pneumopathie interstitielle diffuse fibrosante. Il y a des formes qui progressent très rapidement, moins rapidement, et le fait de donner l'antifibrosant à un stade précoce, vous comprenez très bien qu'on peut allonger la survie. C'est dommage pour une pathologie, si on est diagnostiqué tard, même quand on introduit tard les antifibrosants, certes, ça va freiner un peu le déclin de la capacité vitale, mais l'enjeu, enfin, le malade a progressé et il peut passer très rapidement à l'insuffisance respiratoire, d'où l'intérêt d'un diagnostic précoce. Donc, 2 antifibrosants. En Tunisie, le nintédanib, il existe depuis 2021. Et sur le point de vue agent antifibrosant, dans le monde, nous disposons à gauche la pirfenidone, à droite de l'intédanib. Le pirfenidone non disponible sur le marché tunisien, elle a 2 indications, la fibrose pulmonaire idiopathique et les fibroses pulmonaires progressives. Il n'y a pas encore de preuve que la pirfenidone agit, mais il y a des études qui sont en train de, peut-être qu'il y aurait une action. Mais c'est essentiellement réservé à la fibrose pulmonaire idiopathique. Le nintédanib, il existe en Tunisie. Il a une indication pour la fibrose pulmonaire idiopathique, et pour cette indication, le nintédanib, qui a la même pour cette indication, il est aussi remboursé par la CNAM pour cette indication. Et là, ça a été une révolution dans la prise en charge de nos patients qui présentent une fibrose pulmonaire idiopathique. Il y a aussi 2 indications pour lesquelles le nintédanib, il a la même en Tunisie. C'est la sclérodermie, quand elle s'associe à une fibrose, mais malheureusement, là même, il a actuellement pour cette indication, mais il n'a pas encore le remboursement de la CNAM pour cette indication. Et puis vous avez toutes les PID, quand elles échappent au traitement immunosuppresseur, elles vont évoluer sur un mode fibrosant progressif, et tous, une fois elles passent en mode progressif, peuvent bénéficier des antifibrosants
dont l'indication fibrose pulmonaire progressive. Cette indication, elle a la même, le nintédanib a la même pour cette indication en Tunisie, mais malheureusement aussi, on ne dispose pas du remboursement dans cette indication. Pour terminer, je dirais, détecter précocement la fibrose pulmonaire constitue un enjeu pronostique majeur. Le généraliste est un acteur clé par rapport au diagnostic précoce et contribue à raccourcir, à limiter le retard de diagnostic, nécessité d'une vigilance clinique et une orientation rapide du patient et un diagnostic précoce. Eh bien, c'est un bénéfice pour le patient et c'est un bénéfice aussi pour le système de santé en termes de coûts. Fadel. Fadel. Micro, s'il vous plaît, donnez-lui le micro. Bonjour, merci beaucoup pour les présentations. Ma question, c'est pour un médecin de famille, si je vais demander une TDM sur laquelle il y a un diagnostic et que je... Donc, vous pouvez par contre demander un bilan à minima, le bilan qu'on a montré tout à l'heure, l'adresser à son pneumologue le plus vite possible pour qu'on continue les explorations, mettre une étiquette diagnostique pour proposer le traitement le plus adapté. Parce que les enjeux ici sont très importants. Parce que, il faut faire la part entre une pathologie secondaire interstitielle qui peut éventuellement répondre aux corticoïdes et une pathologie idiopathique sans cause, notamment fibrose pulmonaire idiopathique, où la corticothérapie est iatrogène, indépendamment, et donc c'est de la toxicité, à part le retard diagnostique et le fait de ne pas faire un diagnostic de qualité qui permet aux malades de bénéficier précocement d'un traitement qui va améliorer la survie et la qualité de vie en arrêtant ou en freinant le déclin de la capacité vitale. Moi, je trouve qu'elle a posé une excellente question, parce qu'en fait, sur le plan scientifique, votre réponse est extraordinaire. Sur le plan pratique, les malades qui viennent consulter sont généralement dans un état d'exacerbation. Et assez souvent, c'est ça ce qui va la pousser. Je pense que ce que tu voulais dire, Haka. Donc, en fait, c'est ce qui va pousser peut-être de façon, si vous trouvez qu'il est exacerbé ou qu'il a une dyspnée trop exagérée, qui à ce moment-là fait peut-être un épisode viral parallèle, ça pourrait s'expliquer dans ce cas-là. Et je pense que sa question se dirige dans ce sens-là, parce que j'ai rarement vu des malades qui viennent consulter en bonne santé pour dire j'ai une fibrose. Hein. Généralement, ils viennent parce qu'ils sont dans un état d'exacerbation. Fadl. Merci pour les présentations. Docteur Guenouni, médecin de première ligne. S'il vous plaît, quand il y a association connectivite et fibrose pulmonaire, et le traitement de la connectivite est lui-même fibrosant, est-ce qu'on doit continuer le traitement, la conduite, parce qu'on voit beaucoup de PR et des complications de la toxicité des médicaments qui sont fibrosants. Ma deuxième question, s'il vous plaît, est-ce qu'il y a place de dépistage par des scanners, même s'il n'y a pas d'apparition de signes cliniques, vu l'ancienneté de la connectivité, des connectivites? Est-ce qu'on a le droit de demander des scanners haute résolution juste pour dépister? On n'attend pas l'apparition de taux d'altération des troubles respiratoires. Merci. Deux très bonnes questions. Moi, je vais répondre à la première, oui, elle va répondre à la deuxième. Alors, pour le traitement des connectivites avec PID, actuellement, les choses deviennent de plus en plus claires. Il y a eu beaucoup de recommandations des sociétés savantes américaines de rhumato, européennes, des sociétés de médecine interne, des collaborations entre internistes et rhumatologues et pneumologues pour établir des règles par rapport à ces prescriptions. Et sachez que dans les immunosuppresseurs, il y a des immunosuppresseurs qui agissent mieux sur les manifestations articulaires, systémiques, et il y a des immunosuppresseurs qui agissent mieux sur le déclin et sur l'atteinte respiratoire. Et c'est souvent, avec cette confrontation, en fonction
du pronostic que peut avoir le patient, est-ce qu'il est conditionné par l'atteinte respiratoire ou par l'atteinte articulaire ou par l'atteinte cutanée, que le choix va se faire. Donc, à titre d'exemple, le MMF serait un bon médicament pour une atteinte respiratoire d'un Sjögren. L'anti-CD20, le rituximab, qui est proposé en deuxième intention dans une PR qui résiste au méthotrexate, peut être une bonne indication et pour l'atteinte respiratoire et pour l'atteinte articulaire. Voilà quelques exemples avec des échanges, tout en sachant que dans les médicaments immunosuppresseurs, beaucoup sont pourvoyeurs de toxicité pulmonaire et ils peuvent être la cause d'un tableau qui, dans sa présentation et dans son pattern scanographique, a un profil de pneumopathie d'hypersensibilité, de BIP actuellement, de pneumopathie interstitielle et cette atteinte qui a une spécificité qu'on peut confirmer par le LBA à ce moment-là, il peut orienter bien dans la PHS, il peut aboutir comme décision en DMD d'arrêter l'immunosuppresseur utilisé parce qu'il a peut-être stabilisé la maladie, mais il a entraîné une toxicité, il a engendré une PID, et cette PID, elle est toxique. Donc, vous voyez, c'est d'où l'intérêt des DMD et cette confrontation entre les différents intervenants. Alors, pour la question de dépistage de l'atteinte interstitielle au cours des PID associés aux connectivites, évidemment il faut distinguer d'emblée deux cas de figure, et je pense que ça a été précisé sur la plaque de Silosir. Si le patient il est symptomatique, on sort du cadre déjà du dépistage. S'il a une toux, s'il a une dyspnée, là, d'emblée, il faut compléter par un scanner, une radiographie, mieux un scanner thoracique, des explorations fonctionnelles respiratoires, pour voir si le patient présente une PID ou pas. Si le patient n'est pas symptomatique, là, on est dans le cadre du dépistage et les connectivites les plus pourvoyeuses, c'est généralement la sclérodermie, la PR et les myopathies inflammatoires. Et là, je pense que les recommandations, là, on vient d'avoir, je pense, des recommandations, et je pense que les toutes dernières recommandations précisent un peu plus les choses. Là, il faut voir si votre patient, il a un facteur, par exemple, si on prend la PR, s'il a des facteurs de risque qui font craindre une PID, l'apparition d'une PID, comme l'âge avancé, le tabagisme, etc. Là, il faut au moins proposer, au moins une fois au moment du diagnostic, des explorations fonctionnelles respiratoires, et en fonction, si elles sont normales, on va les répéter de façon tous les 6 mois en fonction de ce qu'on va trouver, voire même une fois par an. Et si on a une atteinte fonctionnelle respiratoire, on demandera par la suite, si on a par exemple un trouble ventilatoire restrictif, un scanner thoracique. Et on a ceux qui proposent pour la sclérodermie par exemple, donc d'emblée au moment du diagnostic, de faire au moins des explorations fonctionnelles respiratoires, voire même un scanner thoracique, et on décidera par la suite de la rythmicité. Oui, tout à fait. Pour la sclérodermie, même si ce n'est pas une recommandation de fort niveau d'évidence, mais c'est une pathologie qui peut donner et l'attitude thérapeutique peut changer en fonction de l'extension de la fibrose et en fonction de l'atteinte respiratoire. Donc, facteur de risque, ça appelle à aller plus. Symptomatique, il faut y aller. Pathologie à risque, et on a fait un bilan et il était normal. Habituellement, ce qui est recommandé, une année après, de refaire le bilan. Voilà, merci. Moi, je vais vous poser des questions qui nous ont été posées. Répondre peut-être à sa question un peu pour dire ce qui l'inquiète, c'est le méthotrexate. Je pense que c'est ça. Mais je pense qu'il ne faut pas diaboliser le méthotrexate parce qu'on est en train actuellement de lui donner une part beaucoup plus que ce qu'il... Je pense qu'il n'est pas aussi incriminé qu'on le dit. Tout à fait. Le méthotrexate, c'est le gold standard du traitement de la PR. C'est le médicament le moins coûteux, il est très efficace. Donc, ce n'est pas un médicament à sacrifier comme ça. Au contraire, des études ont montré que des PR sous méthotrexate peuvent même avoir une protection pour développer une PID. Par contre, un patient qui a une PID et qui a une atteinte interstitielle progressive, ce n'est pas le méthotrexate qui a la meilleure action sur l'atteinte respiratoire.
Il y a d'autres médicaments, indépendamment, ce n'est pas un problème de toxicité, mais on peut lui préférer d'autres immunosuppresseurs, non pas pour l'action sur l'APR, mais sur l'atteinte respiratoire. Alors la question qui nous a été posée pour l'ami Fath et Trabelsi, en cas de patient à haut risque de PID, grand tabagique, profession exposée, maladie auto-immune, quels sont les signes d'alarme précoce qui alertent le médecin généraliste? Parce qu'eux, ils voient ces personnes en première ligne. Donc s'il a cette pathologie-là, sur quoi il doit se baser pour vraiment pousser le diagnostic PID précoce? Un, c'est la clinique. C'est tout à fait normal d'évoquer la BPCO et l'asthme tardif, voire une petite note d'insuffisance cardiaque, si c'est un terrain hypertendu, insuffisant coronaria, et tout, c'est les dyspnéiques. OK, c'est les pathologies les plus fréquentes, mais une pensée à la PID et à la fibrose, quand ça ne répond pas au traitement, quand il y a des crépitants persistants, même à l'état de base, quand il y a des manifestations qui appellent à une pathologie extra-respiratoire associée. Et puis le stéto, le râle crépitant, l'hypocratisme digital. Le râle crépitant, c'est plus performant et plus rentable que la radiothorax pour le diagnostic précoce de la PID. Et ne pas hésiter, si le doute persiste, même si la radio est normale, de compléter par un scanner dans ce cas-là. Voilà, je voulais faire une petite observation. Je vais faire 3 observations, mais une maintenant et 2 après, qui sont importantes. La première observation, la fibrose, ce n'est pas une maladie, alors. C'est une réaction naturelle de l'organisme. C'est pour cerner le mal, justement. L'organisme a créé ça pour cerner le mal. Quand est-ce qu'il y a fibrose, justement? Pourquoi est-elle, si tu veux, en quelque sorte, très corrélée avec les maladies auto-immunes? C'est parce que le poumon, c'est un organe immunogène. Donc, ils viennent et on emballe les phénomènes de croissance. Donc, les phénomènes de croissance vont s'emballer et le poumon, au départ, il va répondre à l'inducteur et après, il ne va pas s'arrêter de répandre. On ne sait pas pourquoi. C'est pour ça qu'on parle d'idiopathie. On connaît le phénomène, mais on ne connaît pas les raisons. Donc, il ne faut pas imaginer que quand on fait une fibrose, c'est une maladie. Non, la fibrose, c'est comme ça que l'organisme traitait les tuberculoses sans traitement. C'est pour ça que, comme ça, il traitait les abcès sans traitement. Donc, la fibrose, c'est un processus normal de défense. Mais quand ça s'emballe, ça devient un processus pathologique. Et quand est-ce que ça s'emballe? Lorsqu'on est dans un terrain immunogène. Et les terrains immunogènes, c'est la maladie et c'est la génétique. C'est le grand terrain. Et puis l'autre terrain, c'est maintenant l'agression continue par l'environnement. C'est pour ça que nos amis, que je félicite pour ces très belles conférences, ont dit environnement, environnement, environnement. Et assainir l'environnement, je pense que c'est la première des préventions. Je ferai les 2 petites remarques après qui seront courtes. Merci Sally, Yatik Saha. Pour nous les généralistes, surtout installés en privé, nous avons un handicap pour convaincre le médecin de la CNAM avec des signes subjectifs. Une toux sèche chronique avec une dyspnée d'effort pour nous accorder la TDM. Souvent, ils demandent des choses objectives plus que des signes subjectifs. C'est un handicap vrai dans notre pratique. Oui. Pour la demande du scanner? Oui, pour le remboursement du scanner. Oui. Je comprends. Bon, si c'est un médecin qui n'est pas un médecin de terrain, qui n'a pas les diagnostics en tête, mais c'est toujours bon de bien argumenter dans le sens, est-ce qu'il n'y a pas des crépitants, est-ce qu'il n'y a pas un hypocratisme digital, est-ce qu'il y a une toux rebelle, est-ce que c'est chronique, est-ce que ça résistait à tel ou tel traitement, avec un argumentaire, en allant jusqu'au diagnostic, en ayant de dire le doute par rapport à une PID, et la science dit que quand on évoque la PID et la radio n'est pas en faveur, il faut aller de l'avant. C'est prouvé, c'est scientifique, avec un haut niveau d'évidence. Enfin, avoir l'argumentaire pour pouvoir s'opposer quand il y a... Barbessi Bachir, justement, il a absolument raison dans cette question, parce que quand un médecin généraliste de famille va demander un scanner, s'il n'y a pas justification de cancer, de ceci, de cela, on va vraiment être réticent. Je pense qu'on pourrait jouer avec nos amis de la CNAM pour dire
actuellement, dans cette journée de sensibilisation, leur dire dans un procès verbal de ce que nous avons fait, attention, quand c'est marqué risque probable de PID, il faut vraiment avoir un accord avec une forte conviction. Tout à fait, pour aboutir à un diagnostic précoce, parce que en termes de survie, en termes de pronostic, en termes de qualité, en termes de coût pour la santé, c'est important. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle, s'il vous plaît? Peut-être un complément à ce que vous avez répondu par rapport à la question de Dr Trabelsi. C'est le fait également d'argumenter en termes d'élimination au fait des autres diagnostics qui peuvent expliquer cette dyspnée d'effort. Et on sait tous, une dyspnée d'effort qui n'est pas expliquée, eh ben, il faut faire un scanner à la recherche effectivement d'une pneumopathie infiltrante diffuse. Donc si vous êtes face à un patient qui se plaint d'une dyspnée d'effort et ou une toux sèche et que la radiographie du thorax, par exemple, est normale, l'auscultation ne met pas en évidence les crépitants parce que ce n'est pas un signe constant, eh ben, il faut chercher effectivement les autres étiologies possibles. Et en l'absence d'autres étiologies, en particulier cardiovasculaires, devant des râles crépitants, pas d'orthopnie, etc., eh ben, c'est l'indication même du scanner thoracique à la recherche d'une... Micro, juste... قلت أخذ الميكرو عشمتي. S'il vous plaît, pour les cas familiaux de fibrose pulmonaire, est-ce qu'on a une idée sur la fréquence en Tunisie et est-ce qu'il y a une conduite particulière? Parce que souvent, je vois des cas familiaux. Est-ce qu'il y a une conduite particulière? Il y a des cas familiaux, certainement. On les présente qu'on insiste très souvent de poser la question s'il y a des cas similaires dans la famille. On en trouve pas mal. Donc, dans la littérature, c'est de 2 à 20%. Pour les FPI, c'est 2 jusqu'à 20% qui sont dans le cadre familial. On les traite de la même manière, mais on a déjà à l'avance que c'est des formes plus sévères. J'espère que j'ai répondu à votre question. Oui, c'est encore une très bonne question parce que ce que nous sommes en train de mettre en place actuellement en Tunisie, c'est le registre des PID. Et le registre des PID va énormément nous aider. Parce que toutes les statistiques que vous voyez, c'est des statistiques de service. Les statistiques nationales, il y a eu ce travail qui a été mené par Fatma au niveau de l'Institut de l'Ariana qui a permis de faire ça. Mais imaginez-vous que si on avait un registre national, et actuellement on veut faire deux choses. On veut faire un centre de référence et des statistiques nationales. Alors vous allez me dire pourquoi le centre de référence? Parce que la DMD, vous avez vu la DMD, si Bachir Louzir, Madame Fatma, ont insisté sur un point, c'est l'intervalle de confiance. Si vous avez un intervalle de moins de 50%, c'est que vous êtes dans les inclassables, le diagnostic est peu probable ou n'est pas encore sûr. Mais pour avoir une DMD avec un intervalle de confiance valide, il faut qu'il y ait des experts aussi de bonne qualité. Parce que s'il y a des niveaux d'expertise différents, barakallahu fihum huma ma'almin fil maydan, on n'est pas tous à cette valeur. Donc il faudrait que, je le recommande d'ailleurs, parmi les jeunes qui montent pneumologues, il faut qu'on forme des personnes qui ont des balances pour avoir des niveaux d'expertise. Comme ça, on aura des intervalles de confiance, de faire un diagnostic de fibrose pour mettre le traitement avant. D'ailleurs, cette classification-là, elle aurait pu être faite pour la Covid. Parce que vous vous rappelez, dans la Covid, on avait des personnes à 80% qui sortaient le lendemain. On avait des personnes à 20% qui décédaient. Donc les uns étaient en atteinte endothéliale et les autres étaient en atteinte interstitio-alvéolaire qui était très grave. Parce que là, vous voyez une différence de pronostic. Et là encore, il faudrait aussi former des expertises, non pas des pneumologues uniquement, mais des radiologues, des anapathes, c'est pas si évident à lire. Et des radiologues avec un matériel très approprié parce que c'est très très important de faire des diagnostics précoces. Parce que la machine antifibrosante ne fonctionne que si on fait un diagnostic précoce. Si on est tardif, la vitesse de marche est tellement importante que le produit ne pourra pas faire l'essentiel. Donc c'est avant qu'il faut faire quelque chose. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Peut-être un complément à ce que vous avez dit par rapport à la question de notre collègue. Donc en cas dans la famille et en tant que médecin de première ligne, votre rôle, c'est ici, effectivement. Comment diagnostiquer précocement sans faire de façon systématique un scanner? C'est toute la question. Et là, je pense qu'en tant que médecin de première ligne, de famille tout proche de la population générale,
Donc, être attentif par rapport à ces malades qui ont, dans l'interrogatoire, j'imagine, vous posez systématiquement des questions sur les antécédents familiaux, chercher des antécédents respiratoires, et chez les malades chez qui vous allez trouver ces antécédents familiaux, sarcoïdose ou fibrose ou autre, c'est être vigilant à chaque consultation, déjà éduquer le patient pour qu'il consulte rapidement aux moindres symptômes respiratoires. Souvent, c'est des malades tabagiques, malheureusement, qui sont habitués par la toux, et donc il faut les avertir concernant la toux qui devient pénible, douloureuse. C'est vrai, ça peut être un cancer, mais ça peut être également une pneumopathie infiltrante diffuse. À chaque examen, à chaque consultation, on examine, on fait l'auscultation, on cherche les aires périphériques, la sarcoïdose, les adénopathies sont fréquents, et chercher donc la toux et la dyspnée d'effort, et faire la radiographie de thorax si le malade est symptomatique. Commencer par la radio déjà, et comme j'ai dit tout à l'heure, radio normale, malade symptomatique, auscultation, même s'il n'y a pas de crépitant, là, avec un cas familial qui peut justifier l'indication du scanner et même son remboursement au niveau de la CNAM. Si vous permettez, c'est Ali et c'est Abel, s'il y a une petite question ici au niveau du chat, un collègue qui pose la question si on peut garder le diagnostic de fibrose interstitielle diffuse si la clinique est complète, c'est-à-dire il y a une toux sèche, chronique, dyspnée d'effort et des crépitants à l'auscultation, avec un scanner normal. Est-ce qu'on peut garder quand même le diagnostic de fibrose interstitielle diffuse? C'est ça la question. Bon. C'est à nous deux, peut-être. Je pense que le diagnostic de la pneumopathie interstitielle diffuse, le diagnostic positif se fait par le scanner. Donc le diagnostic de PID n'est pas retenu. Alors, des gens qui ont un hypocratisme digital, il y a les cardiopathies cyanogènes, il y a les dilatations des branches, il y a les insuffisances respiratoires et il y a l'hypocratisme digital idiopathique. Donc là, même s'il y a un hypocratisme digital, on peut penser à autre chose. Le scanner est un examen déterminant pour le diagnostic positif de PID d'une manière générale. Et je dirais réalisé, interprété par un radiologue expert en termes de PID. C'est très important. Haute résolution et bonne qualité technique. Bon, avant qu'on parte grignoter quelque chose, je vais demander aux orateurs qui ont été énormément brillants de nous dire qu'est-ce qu'il faut retenir chacun de ce côté. Alors, de cette session, quelles recommandations allez-nous nous donner pour faire le diagnostic précoce? En quelques phrases. Je voudrais qu'ils sortent avec les idées, tout le monde les éclaire. Fatma pour. C'est un défi. Je dirais la première chose à retenir que c'est une pathologie qui est fréquente, qui peut être grave et qui menace le pronostic vital, d'où l'intérêt du diagnostic précoce. Donc votre rôle est primordial. Ça sera donc devant un patient symptomatique, il faut bien l'interroger, il faut bien l'examiner, demander une radiographie du thorax et compléter éventuellement par un scanner si c'est possible. Et puis, bien sûr, l'adresser à un pneumologue pour le complément d'exploration. Alors, je dirais davantage si vous êtes face à un sujet qui a des facteurs de risque, un sujet qui est tabagique, qui a des antécédents de cas similaires dans la famille. Donc, et je dirais également que actuellement, le rôle du médecin généraliste, ça va être et dans le diagnostic précoce, mais également dans le suivi de ce patient. Donc, on peut collaborer pour le suivi des patients qui sont sous OLD, qui sont sous traitement symptomatique, en dehors des traitements antifibrosants. Donc, on peut collaborer dans le suivi de ces patients. Après tout ce qui... Moi, je dirais que c'est une pathologie qui n'est pas aussi fréquente jusque-là, considérée maladie orpheline, mais avec ce qui se développe, avec cet environnement, avec le tabagisme, avec l'exposition, avec la pollution domestique et professionnelle, on doit y penser de plus en plus. C'est une symptomatologie banale, mais l'adulte qui tousse sans raison et qui est essoufflé sans raison et qui a pris les traitements habituellement de bronchite, de BPCO, d'asthme et qui ne répondent pas, très vigilant. L'auscultation peut être contributive. Pensez-y au diagnostic.
demander le scanner ou l'orienter vers le pneumologue avec qui vous avez l'habitude de collaborer. Un diagnostic précoce après un bon interrogatoire avec un minimum d'examen, une discussion multidisciplinaire peut faire aboutir les choses. À retenir un diagnostic d'une PID fibrosante ou d'une fibrose pulmonaire idiopathique à un stade où on peut diagnostiquer précocement le traitement immunosuppresseur s'il s'agit d'une PID fibrosante hors idiopathique peut être d'un apport et améliorer et la qualité de vie et la survie. Et quand c'est une fibrose installée ou progressive, heureusement, nous disposons des antifibrosants qui, prescrits précocement, peuvent arrêter le déclin de la fonction respiratoire et améliorer la survie. Donc, intérêt du diagnostic précoce. Merci infiniment à nos intervenants. Merci Saali pour m'avoir accordé ce mot. Je tiens à féliciter toute l'assistance. C'était un honneur en ma personne d'être parmi des sommités en pneumologie et j'espère que cette manifestation a brisé cet obstacle pour le médecin généraliste de faire le diagnostic précoce de cette maladie handicapante si diagnostiquée tard. Avant de terminer mes mots, je veux vous rappeler notre congrès de médecine générale et médecine de famille qui se tiendra, Inch'Allah, à Hamamet, au centre de congrès de Medina, les 23, 24 et 25 octobre prochains, Inch'Allah. Vous êtes les bienvenus. Merci. Je cède la parole à Dr Sonia. Merci. Moi, je tiens à remercier tous les collègues des sociétés de médecine, je dirais de première ligne, comme ça j'oublie personne, qui ont répondu volontairement à notre invitation. Donc, je tiens à les remercier et ils ont vraiment un effort avec nous à diffuser cette manifestation. Donc, je les remercie tous les présidents et les membres des associations, donc des médecins de première ligne. Et je donne la parole à Saali, c'est à vous. Le mot de fin, Saali. Merci à tout le monde. Mon mot de fin, c'est d'aller combler notre faim. On va aller manger. Merci.